Des vœux au monde éducatif du président de la République. On reste évidemment attentif au cas où il y aurait des annonces, mais d'après l'Élysée, l'essentiel des annonces, notamment concernant les événements récents, seront le fait de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, demain. Vincent Cespedes, le président a commencé par rendre hommage à l'école et, d'un certain point de vue, les remerciements de la nation pour le rôle de pompiers sociaux que les enseignants assurent aujourd'hui. Il n'a pas minoré les incidents dont la presse s'est fait un petit peu les choux gras en disant qu'il ne faut ni les minorer ni les amplifier. On a l'impression que l'école a fonctionné comme un bouc émissaire commode ces jours-ci. Oui, déjà c'est intéressant de voir que par rapport au difficile début d'année qu'on a vécu, le débat va se centrer sur l'école. Je trouve ça assez digne pour la France que de comprendre. Il y a toute une tradition française qui nous amène à comprendre que voilà, on ne naît pas voyou, délinquant, exclu, on le devient. Et l'école a un rôle, une mission effectivement qui a été rappelée essentielle. Maintenant, je suis parmi ceux qui ont pointé dès 2002 le lien entre violence urbaine, école, éducation. J'ai moi-même enseigné en zone sensible ZEP pendant 5 ans. J'ai poussé des cris d'alarme avec plein d'autres. On était nombreux. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de scandaleux. Parce qu'il y a effectivement des écoles à deux vitesses, il y a des écoles qui jouent leur rôle de promotion, d'intégration, il y a d'autres écoles, malgré la bonne volonté des professeurs, qui ne jouent pas ce rôle. J'ai pu me retrouver par exemple en ZEP avec des classes d'arabe, entre guillemets, c'est-à-dire de français d'origine maghrébine, entièrement, noir et arabe, pas de blanc. Et on se dit, ouais, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui fonctionnait peut-être avant, mais là, il y a un pari de démocratisation de l'école. Et on voit vraiment que là, il y a une école qui cherche plutôt à trier, à sélectionner, à sanctionner. Et c'est une école qui est en désamour dans le cœur des élèves. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que les élèves se disent « l'école, c'est la République. Et la République, moi, je n'y adhère pas, donc je n'adhère pas à l'école. » Et du coup, ils s'en prennent aussi à cette école-là. Donc, c'est un débat très épineux. J'aimerais qu'on puisse l'aborder en sortant un peu des querelles pédagogistes, qu'on puisse l'aborder dans la gravité du débat qui doit être restitué ici. C'est notre jeunesse, c'est toute notre jeunesse, et on n'est pas encore dans une école partout de la convivialité, de l'égalité et de la bienveillance envers les élèves. Éric Charbonnier, les chiffres, alors évidemment, c'est le domaine de la phraséologie. Alors le président a rappelé les bonnes intentions du système éducatif, mais si on avait pu l'interrompre, les chiffres sont implacables. L'inégalité sociale en France due à la sélection scolaire s'est accrue en 20 ou 30 ans. Il y a moins aujourd'hui dans les grandes écoles, dans les études supérieures, d'enfants d'ouvriers, d'enfants de classe populaire, d'enfants d'agriculteurs. Ce système des héritiers dénoncé au début des années 60 par Bourdieu et Passeron, il n'a fait que s'aggraver. Oui, c'est un véritable problème du système d'éducation français. Si on regarde les bons élèves, vous avez un tiers de bons élèves dans les études internationales. C'est plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc on voit bien que le système fonctionne pour un tiers de ses élèves. Mais on a constaté, nous, à l'OCDE, depuis 10 ans, qu'il y a vraiment une dégradation par le bas. Un échec scolaire qui a augmenté. Il est passé de 15 à 20% en l'espace de 10 ans. C'est énorme. Et puis surtout, le poids du milieu socio-économique est très explicatif des performances. Quand on vient d'un milieu défavorisé, on a beaucoup moins de chances de réussite qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est un véritable problème. Il n'y a pas d'ascenseur social dans le système d'éducation français. Et il y a peut-être, avec ces événements tragiques, une prise de conscience qu'aujourd'hui, il faut agir sur l'égalité du système et réfléchir vraiment pour mettre en place une politique d'éducation prioritaire, ce qui n'a pas été le cas depuis 20 ans. Valérie Piot, à partir des incidents entourant la minute de silence, des propos d'adolescents dont le président, là, pour le coup, a eu raison de dire que dans les propos d'adolescents, il faut faire la part entre la provocation, qui est franchement le signe de la posture de l'adolescence, et puis ce qui reste d'enfant chez des garçons ou des filles de 13, 14, 15 ans, et puis ce qui est déjà peut-être constitutif d'une violence de l'adulte à venir, et qu'il faut faire la part des choses. Mais en même temps, là, on a l'impression que d'un seul coup, sur l'institution scolaire, on reparle des valeurs, on reparle de l'instruction civique, et que l'école devient une sorte de lieu où il faudrait quasiment que toutes les tensions sociales et les contradictions sociales du pays se résolvent. C'est quand même beaucoup lui demander.
Oui, c'est sûr que c'est beaucoup lui demander. Alors c'est vrai qu'on a ce code de l'éducation qui dit qu'il faut garantir la réussite aux élèves, qu'il faut promouvoir les valeurs de la République. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un rôle très lourd pour l'école. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les vœux du président sur l'éducation nationale, c'était effectivement cette lutte contre le décrochage scolaire et le fait de redire qu'effectivement, jusqu'à 16 ans, on a une obligation scolaire, mais déjà de 16 à 18 ans, c'est déjà le cas. Mais malheureusement, c'est là où il y a pas mal de décrochage scolaire. Si on veut poursuivre une scolarité, c'est un droit. Donc, l'on ait été exclu, qu'on ait raté son bac, on a le droit de continuer ses études entre 16 et 18 ans. Et maintenant, jusqu'à 25 ans, un droit à la formation. Ça, je pense que c'est très intéressant parce que le décrochage scolaire, effectivement, j'ai beaucoup de familles à qui on dit « votre enfant a plus de 16 ans, ça devient votre problème ». Donc, alors que non, effectivement, ça, c'est important pour lutter contre le décrochage scolaire. L'école porteuse de la transmission des valeurs, comment le faire autrement que, j'allais dire, par des gadgets qui va être un nouveau, excusez-moi le mot, mais un nouveau manifeste de la laïcité. Il y a un texte sur la laïcité à l'entrée de toutes les écoles. Les parents passent devant quand ils amènent leurs enfants en retard, personne ne le regarde. La Marseillaise, la blouse, enfin... Ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours dans une sorte de réflexe nostalgique de retour en arrière qu'on pose ces questions-là. C'est vrai, ce que vous pointez, c'est effectivement ce qui a freiné d'immenses trouvailles pédagogiques. Ça fait un siècle qu'en France, on a des chercheurs, des intellectuels, des philosophes qui montrent d'autres façons d'enseigner. Et ça marche, on le teste, ça marche. Et c'est vrai qu'on est encore dans quelque chose d'archaïque. On ne peut pas le nier. Et, le hasard de mon calendrier faisait que je visitais une école là ce matin avec des petits-enfants de CM2. J'ai fait une intervention philosophique. Ils ont évidemment adoré. Ils étaient 1000 fois plus philosophes que la plupart d'entre nous, moi compris, et donc c'était merveilleux parce que à la fin évidemment on parlait du bonheur et de l'amour et de toutes les complications de la vie d'adulte, et à la fin tout s'est centré sur l'ambition. Et je leur dis alors votre ambition plus tard, et le président a remis ce mot qui m'est cher d'ambition. Ce qui va bien car c'est le titre de votre dernier ouvrage, non, mais par ailleurs. Indépendamment de ça, voilà, c'est très important. Vous allez draguer vos futurs lecteurs très tôt dans les classes. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque j'interrogeais ces élèves, c'était tu veux faire quoi plus tard? Je vais être vétérinaire. Pourquoi? Parce que j'aime les animaux. Je vais être architecte parce que j'aime dessiner. Je vais être astronome parce que j'aime les étoiles. J'aime, passion, plaisir. On est aujourd'hui dans une école de la pression à tous les niveaux. L'école défavorisée, enfin des milieux défavorisés, et l'école des élites. On insiste sur les élites, on les massacre, les enfants. C'est plus du tout la gourmandise de la connaissance qui est mise en avant. C'est plus du tout l'expérimentation. C'est à chaque fois la pression, la sanction. Et ça fracasse. Quand vous apprenez quelque chose, c'est par gourmandise et plaisir. Alors c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, c'est aussi par pression que ça marche. La passion, on ne sait pas trop manager par la passion, on ne sait pas trop quoi en faire de cette passion compliquée. Mais il faut absolument qu'on revoie notre façon d'enseigner à une jeunesse qui a Internet. J'aimerais bien que le mot Internet revienne dans les discours un peu officiels. Ça change complètement la donne. Oui, alors là, il va y avoir le plan numérique, initiation aussi aux médias et au décryptage des images. Mais surtout, le plaisir et la passion. On doit absolument connecter les jeunes. Ils doivent être accros à la connaissance. Et donc, pour ça, il y a une chose, à mon avis, très importante. Vous savez, passion, connaissance, ça donne la philosophie. Alors, il ne s'agit pas de donner des cours de philosophie aux enfants, ce n'est pas du tout ce que je préconise, mais il faut rendre l'enseignement lui-même philosophique. Toutes les matières philosophiques, c'est-à-dire s'interroger au fondement. Pourquoi les mathématiques, par exemple, sont encore une matière de sélection aujourd'hui? On sait très bien que pour la plupart des élèves qui deviendront adultes, ça ne servira pas, les cosinus, les tangentes, etc. Ce sont des mesures qu'il faut revoir calmement, revoir le bien fondé de ce qu'on donne à manger aux élèves et comment on le donne. Le gavage d'oie dénoncé dans les années 70 doit vraiment disparaître aujourd'hui. Alors, enseignement laïque des religions, a annoncé le président de la République, enseignement des médias. En même temps, moi j'ai l'impression que ça fait des années que j'entends ça. Et alors, est-ce qu'il y a des pays européens qui ont des leçons à nous donner ou qui pourraient nous servir de modèles intéressants? Les leçons à donner, c'est que justement, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment le point commun, c'est l'enseignement des fondamentaux, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter. Et la gestion de la difficulté scolaire. Je crois qu'aujourd'hui, l'échec aussi peut-être de la politique d'éducation prioritaire, c'est qu'il n'y a pas eu assez de moyens, mais en termes de compétences, en termes d'enseignants préparés à aller enseigner dans ces zones. Alors, la ministre a convoqué, j'ai eu l'occasion de l'animer, 2 journées autour de la réforme de l'évaluation,
avec des échanges très intéressants de chercheurs. Et là, il devrait y avoir assez rapidement aussi des mesures, parce que beaucoup, Vincent a raison, beaucoup de choses tiennent aussi à faire passer d'une évaluation sanction à une évaluation prise comme un élément de la formation des enfants et des adolescents. Oui, et la sanction, c'est souvent le redoublement. Vous avez un tiers des élèves qui a redoublé au moins une fois à l'âge de 15 ans, c'est beaucoup trop. Et les pays qui ont réussi, justement, ont trouvé des alternatives au redoublement, le travail en petits groupes d'élèves, le tutorat à l'intérieur de l'établissement. Je crois qu'il y a vraiment une réflexion, mais aussi sur la formation des enseignants et sur l'affectation des enseignants expérimentés ou avec des compétences pour aller travailler dans les zones prioritaires. Alors c'est vrai que là, il faudrait quasiment inverser cette pyramide qu'on connaît bien, qu'on a souvent d'ailleurs dénoncée ici, à savoir que ce sont les enseignants les plus jeunes et les plus inexpérimentés qu'on envoie au front dans les secteurs les plus difficiles, et que plus vous vieillissez, plus vous avez de la bouteille, plus éventuellement vous êtes supposé avoir de compétences, plus vous allez dans les établissements de centre-ville les plus prestigieux, et finalement qui accroît la reproduction sociale que l'école met en place. Oui, c'est vrai, c'est le système des promotions au sein de l'éducation nationale, effectivement, qui aboutit à cet état de fait. Et pour revenir sur le redoublement, c'est vrai que le fait qu'on ait eu cette réforme du redoublement, que maintenant l'accord des parents soit nécessaire et que vraiment le redoublement devienne exceptionnel, vraiment dans des cas très spécifiques, ça permettra peut-être aussi d'éviter le décrochage scolaire. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif aussi, cette réforme qui est intervenue. Enseignement laïque des religions, dit le président. C'est vrai que la question religieuse ressurgit de façon ô combien violente dans la société française. L'école en avait été, j'allais dire, le bras armé au début du siècle dernier. Et peut-être aussi, est-ce le souvenir de ce combat de la laïcité contre une religion qui était naguère la religion catholique, qui fait peut-être qu'il y a des sortes de réflexes automatiques et de stéréotypes qui font que la France n'est peut-être pas la mieux armée pour affronter cette question-là. C'est une question effectivement délicate qui peut être abordée par l'école dans plein de matières différentes, en anglais, en histoire, en français. Il faut effectivement donner tous les moyens pour penser sereinement cette chose. Mais il faut voir ce qui se trame dans les écoles de milieux défavorisés, les écoles de banlieue défavorisées. Il se trame que tout simplement l'exclusion a trouvé un code, c'est le code religieux. Ça n'existait pas il y a 15 ans, c'est assez récent finalement. C'est-à-dire que tous ceux qui se sentent laissés pour compte de la société vont commencer à s'affilier à un islam fantasmé, un Coran qui est plutôt une sorte de code de reconnaissance plus ou moins superstitieux. Alors ils font tous le ramadan, etc. Mais au bout du compte, c'est pas tellement de la religion, c'est presque un étendard et un drapeau. Donc là aussi, il faut dépassionner le débat en comprenant le sentiment d'exclusion des élèves. Ils vont à l'école et ils disent « l'école, c'est mon ennemi ». Et ça donne ce qui existe aux États-Unis, dans les quartiers difficiles. Ça donne certains élèves qui expérimentent leur bagou, leur capacité à clasher le professeur, à défier l'autorité, pour après pouvoir le faire dans le reste de la société. C'est-à-dire qu'on a un bras de fer et un rapport de force. Il faut qu'on arrive à construire une école où les élèves soient fiers d'être à l'école, soient heureux d'être à l'école. Et pour ça, il faut qu'ils se sentent véritablement aimés. Donc, il y a tout un travail pour casser la défiance des élèves envers l'institution et a fortiori les professeurs. 3 mesures annoncées par le président de la République dans ses vœux au monde éducatif. Un enseignement laïque des religions qui sera généralisé. Un enseignement à l'usage des médias, ça c'était dans les tuyaux depuis un moment. Et puis une charte de la laïcité qui devrait être signée par parents et enfants en début d'année. Il faudra voir aussi l'efficacité, d'abord le contenu de cette charte, et que se passera-t-il d'ailleurs si des parents refusent de la signer et tout. Bref, d'autres débats en perspective sur LCI. Merci d'avoir commenté à chaud et à la volée les propos du président qui termine ses vœux au monde éducatif. Nous, on se retrouve dans un instant pour le rappel des titres.